Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi 2 janvier 2026 et nos chers amis ou frères Larry C. Johnson. Je vais lire ton nom exactement comme il est écrit. Larry Johnson et le colonel Wilkerson sont ici avec nous. Bienvenue à nouveau. Bien sûr. Commencer la nouvelle année de la bonne manière, je suppose. Mais tu vois, tu vas en Iran et ça te montre à quel point c'est une société autoritaire. Ils ne te permettent pas de porter une chemise hawaïenne. Je vais. D'accord. C'est un mensonge, mais nous allons. Israël m'a payé $7,000 pour dire ça. Myriam est en arrière-plan. En fait, je les ai ici, Larry. Ils sont dans un de mes bagages dans le... Mais nous ne l'avons pas ouvert, tu sais. Oh, d'accord. Oui, mais je vais. C'est sur toi, alors. Oui, alors, laisse-moi commencer, Larry, avec toi et avec le nouvel article du New York Times. Il parle de Donald Trump, après tout. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, la CIA est impliquée dans le ciblage des cibles russes, tu sais, quand il s'agit des vieux pétroliers, quand il s'agit des cibles à l'intérieur de la Russie? Et en même temps, Donald Trump essaie d'une manière ou d'une autre de faire quelque chose pour conclure un accord, faire une sorte d'accord, et la CIA aide les Ukrainiens à attaquer la Russie. Que dit-il et comment, tu sais, as-tu trouvé cet article? Je suis sûr que tu connais cet article. Et comment as-tu trouvé les détails mentionnés dans cet article? Inquiétant. Donc, c'est l'une des trois choses. Soit Trump reçoit le traitement du champignon, et par là, je veux dire qu'il est maintenu dans l'ignorance et nourri délibérément d'un tas de fumier. Ça. Tu sais, il donne des ordres et ils sont ignorés, ou il joue un jeu duplicite où il sait exactement ce qui se passe. Il a donné le feu vert à la CIA pour continuer à mener des attaques, même si l'armée s'est retirée, le soutien militaire américain a diminué. Mais ça, Trump a dit à la CIA, oui, allez-y et bottez les Russes. Ou une troisième possibilité est, c'est délibéré, déni plausible. Donc, il n'a pas donné d'ordre pour arrêter, mais il n'a pas. Tu sais, il garde ses distances pour pouvoir dire, eh bien oui, je ne savais pas ça. Ce qui est clair, c'est que la CIA mène des opérations qui sont des actes de guerre contre la Russie. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu as vu la réaction partout en Russie à cette attaque ratée quand ils ont lancé 91 drones pour assassiner Poutine. Parce que avant, jusqu'à il y a 2 jours, je n'étais pas en position de dire, eh bien, était-ce vraiment une opération de la CIA ou était-ce juste les Britanniques qui agissaient seuls? Non, opération de la CIA tout du long. Pourquoi? Parce qu'ils ont livré au président. Ce n'était pas une tentative de tuer Poutine. La cible était une installation militaire près de la résidence de Poutine. C'est quoi ce délire? Comment savent-ils cela? La seule façon de le savoir, c'est si tu es impliqué dans la planification de l'opération, numéro 1. Numéro 2, ce sont de terribles menteurs, car les Russes ont récupéré un des composants électroniques qui contient la trajectoire de vol et les informations de ciblage. Les Russes l'ont exploité et ils l'ont maintenant remis aux États-Unis à l'attaché de défense à Moscou. Ils l'ont convoqué au ministère de la Défense et l'ont accueilli et ont essentiellement dit, tu sais, nous avons examiné cela, nous l'avons étudié, nous avons pu extraire les données et voici ce que cela montre et voici votre... Vous pouvez le reprendre. Donc, la CIA, pour une variété de raisons, certaines financières, certaines parce qu'ils sont fortement investis juste d'un point de vue professionnel dans... N'oublions pas ce que j'appelle l'inertie bureaucratique qui anime beaucoup de ces choses. Mais Trump joue un jeu dangereux, très dangereux. Et la Russie maintenant, je pense, sur la base de ce qu'ils ont dit,
va intensifier cela de manière très dramatique et inclura probablement le ciblage et le meurtre d'agents des renseignements britanniques et américains. Oui. Colonel, selon vous, la CIA, dans la manière dont elle agit, le fait-elle d'une manière ou d'une autre, comme Larry le mentionnait ou le suggérait, sans informer le président des États-Unis ou peut-être Tulsi Gabbard? Je pense que Larry a raison dans plusieurs des scénarios qu'il a décrits. Il y a des permutations de chacun de ces scénarios. Et je vous rappelle qu'en 2016, enfin, quelle que soit l'année de son premier mandat, vers la fin, je suppose, donc ça doit être en 2020, Trump a ordonné à toutes les forces américaines de quitter la Syrie et elles ne sont pas parties. Il est clair qu'il y a des gens dans la première administration, et j'ose dire beaucoup dans la deuxième administration, qui ont des agendas différents de ceux du président. C'est un indicateur. Un autre est ce dont nous parlions avant d'aller en direct. Je pense que Trump perd les pédales. Je le pense vraiment. Je ne pense pas qu'il puisse se concentrer très longtemps. Je ne pense pas qu'il puisse écouter son personnel et son cabinet très longtemps. Je ne pense pas qu'il ait une capacité d'attention physique suffisante pour saisir les détails. Maintenant, beaucoup de rats vont s'amuser dans ce vide. Et comme Larry l'a suggéré, et comme je l'ai vu de près en ce qui concerne la CIA, ils sont l'un des plus gros rats en termes de jeu avec les prérogatives du président. Une décision présidentielle traîne dans le personnel du Conseil de sécurité nationale avec seulement 2 ou 3 personnes pour la superviser. Ces 2 ou 3 personnes sont prédisposées à l'action suggérée par la décision présidentielle. Le président est hors du coup maintenant, soit parce que, comme l'a dit Larry, il veut une négation plausible, soit parce qu'il peut vraiment le nier, il ne sait pas que cela se passe. Cela continue avec la CIA et la CIA le fait. Et ce qui a été révélé, comme Larry en parlait, dans les 24 à 36 heures qui ont passé, que les Russes ont eu l'occasion de regarder, et ainsi de suite, m'indique que vous avez des gens à la CIA qui mènent encore des opérations, probablement à l'insu du président, car cela va à l'encontre, encore une fois, comme Larry l'a suggéré, de sa diplomatie. Et on peut dire que la diplomatie est renforcée et qu'il a obtenu un avantage par ce qu'il fait. C'est absurde. Il n'y a aucun moyen que ce genre d'action, en particulier avec Poutine, lui donne un quelconque levier ou pression. Ce que cela va faire, c'est exactement ce que Larry suggère. Poutine va riposter. Et quand il va riposter, ce sera avec vengeance. Donc ce n'est pas une bonne évolution. Ce n'est pas une bonne évolution de quelque manière que ce soit, sans même mentionner l'aspect de l'assassinat de dirigeants. C'est une chose dangereuse à commencer, car parmi tous les dirigeants du monde qui sont vulnérables à l'assassinat, nous enregistrons celui qui est le plus vulnérable. Donc c'est insensé de commencer ce genre de routine. C'est le genre de choses que ferait Bibi Netanyahou. C'est stupide. Elle, Larry, qu'espère-t-il accomplir en, supposons, assassinant Vladimir Poutine? Quel est le résultat après tout? Oui, c'est ce qui est si fou. Mais ce n'est pas unique à Poutine et à la Russie dans la situation actuelle. Comme les États-Unis, je suppose, la politique étrangère et l'établissement de défense américain ont opéré sous ce que j'appelle le mythe de l'homme clé qui est répandu vraiment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée est celle-ci. On élimine ce type, on tue cette personne, on se débarrasse de cet individu et tout ira bien. Alors vous savez, débarrassons-nous de Diem au Vietnam. Cela remettra la situation en ordre. Eh bien, cela ne s'est pas produit. Nous nous sommes débarrassés de Manuel Noriega, nous nous sommes débarrassés de Muammar Kadhafi, nous nous sommes débarrassés de Saddam Hussein. Mon Dieu, cela allait résoudre la situation. Eh bien, tout ce qu'on doit faire, c'est tuer Ben Laden et ça va arrêter le terrorisme. Et cela, ce que cela reflète, c'est une mentalité très presque juvénile en ce qui concerne, vous savez, éliminer un leader clé. Mais l'autre dimension de cela avec la Russie, c'est que Vladimir Poutine est critiqué en Russie pour être perçu comme faible, trop accommodant envers l'Occident, trop patient. Donc, si nous nous débarrassons de Poutine, la prochaine question qui devrait être posée est, et après, qui est le suivant? Et c'est ce que je sais, je le sais je ne le sais pas de première main, mais je le sais par le témoignage indirect de proches amis
qui étaient des observateurs de première main. Mais peu importe que nous parlions de l'invasion de l'Irak en 2003, du déploiement de troupes en Afghanistan en 2001, de l'opération militaire spéciale avec la Russie et l'Ukraine, les États-Unis, en particulier la Central Intelligence Agency, ne planifient pas et ne réfléchissent pas en détail à cela. C'est plutôt comme « oh, ça ira ». Et donc, sans être capable de répondre à la question de ce qui vient ensuite, vous vous débarrassez de Poutine. Ce qui viendra probablement ensuite est quelqu'un comme Dmitri Medvedev. Et tout d'un coup, il est avocat, mais il ne pense pas avec la même retenue et le même calme que Poutine. Il est un gars beaucoup plus passionné. Et cela pourrait très, très bien mener, je veux dire, si Poutine était assassiné, il y aurait des frappes nucléaires tactiques lancées contre les États-Unis. C'est aussi simple que ça. Et Nima, je vais juste ajouter que ce que Larry vient de dire est essentiellement le cas avec le Venezuela en ce moment. Oui. La CIA n'a aucune idée d'où ils vont à partir d'ici, ni nous apparemment, à part vers le désastre. Absolument. Colonel, je pense que la question n'est pas seulement qui va remplacer Vladimir Poutine, si cela se produit. Quelle serait la réaction de la part des Russes? Hier, j'ai parlé avec Andrei Martyanov. Je voulais savoir quel est l'état d'esprit de la part des Russes. Quelle serait la réaction si cela se produisait? Il a littéralement dit « ils vont balancer une bombe nucléaire sur Londres ». Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi sont-ils si désespérés d'escalader? C'est pourquoi je pense qu'ils détestent Vladimir Poutine. Parce que le président russe est la seule raison pour laquelle cette guerre n'escalade pas. Cela continue juste comme c'était avant. Et ils veulent le retirer du pouvoir car ils sont désespérés d'escalader en Ukraine. Si vous me demandez, il y a un groupe disons, sages, je ne les appellerai pas ainsi, sous cette administration, dans l'ombre de cette administration, des néoconservateurs, des mondialistes, d'autres personnes qui ont différents titres pour eux, qui pensent exactement ce que vous venez de dire, que Poutine est faible, qu'il est vulnérable, et que tout le système qu'il dirige est également vulnérable et faible, et que si vous le retirez, tout s'effondrera. Comme Larry l'a dit, c'est presque le modèle que les États-Unis utilisent pour juger d'autres pays, un individu, que ce soit un Kadhafi ou un Hussein ou autre. C'est la clé de tout cela. Ces personnes croient cela en ce qui concerne Poutine. Ils n'ont pas reculé sur leur appréciation largement fausse du statut de la Russie. Et Poutine est en accord avec cela. Le renverser et vous faites tomber l'Empire, vous faites tomber la Russie. Ouais. C'est des bêtises, comme Larry l'a souligné. C'est totalement absurde. Je me souviens des discussions que nous avons eues sur Al-Qaïda et Ben Laden, et nous avions quelques personnes intelligentes dans la pièce avec nous lorsque nous avions ces discussions. Et ils ont dit essentiellement, faites attention à ce que vous souhaitez. Parce qu'à l'époque, le second Al-Qaïda était un médecin égyptien assez compétent, impitoyable et intelligent, bien plus que Ben Laden en ce qui concerne les choses qu'Al-Qaïda essayait de faire. Vous allez la voir. Et qui savez-vous qui est sous lui pour prendre le relais si vous le tuez? La même chose a été dite à propos du lion du Panjshir Massoud. Vous savez, si vous l'éliminez, vous allez ensuite avoir beaucoup de difficultés avec les lions du Nord, ce qui est exactement ce qui s'est passé par la suite. Maintenant, c'est Al-Qaïda qui a fait cela. Mais le leadership n'est pas nécessairement l'essence de votre problème. Parfois, c'est regardez Nasrallah, par exemple. Je maintiens toujours qu'Israël s'en sortirait mieux. Et Israël en fait une pratique. Israël est tout à propos d'assassinats encore et encore. Nasrallah aurait été un meilleur leader pour Israël, en effet pour le Liban, pour gérer ce problème que nous avons actuellement, qui semble se terminer avec Israël prenant pratiquement tout l'État du Liban, sauf peut-être pour notre ambassade, que l'équipe que nous avons eue depuis. Peut-être que vous avez la même chose qui se passe avec le Hamas. Vous continuez à tuer le leadership, vous allez arriver à quelqu'un d'aussi impitoyable que possible et qui lève toutes sortes de restrictions sur leurs actions. C'est juste une philosophie stupide de penser que si vous tuez le leader, vous aurez une meilleure situation. L'histoire démontre plus souvent que vous avez une pire situation. Ouais.
Larry, qui est plus fort en ce qui concerne les politiques en Ukraine, Starmer ou Donald Trump? Eh bien, que voulez-vous dire par plus fort? Parce que quand vous voyez l'attaque contre la Russie, l'attaque contre le président russe, vous savez, et la résidence de Poutine, ce que nous savons dans les médias traditionnels, ils ont dit non, ce n'était pas une attaque contre le président russe, c'était une attaque contre autre chose. Ils ont juste essayé de... Mais d'après les sources russes, ils ont confirmé que c'était une attaque contre le président russe, point final. Eh bien oui. Eh bien, en termes de, si vous mesurez cela en termes d'attitude des pays, pas seulement Starmer et Trump, clairement les Britanniques sont plus obsédés par traiter avec la Russie ou essayer de contenir la Russie ou essayer de détruire Poutine. C'est juste une obsession avec les Britanniques, c'est le cas. Bon Dieu, depuis maintenant plus de 80 ans. Que diriez-vous de 400 ou 500 dollars? Oui, eh bien, au moins en remontant à la guerre de Crimée, d'accord. Donc, vous savez, 170 ans. C'est le problème des Britanniques, c'est leur capacité limitée. Ils peuvent être malveillants, ils peuvent, vous savez, tuer des gens, mais ils ne sont pas ils n'ont pas le pouvoir de vraiment faire basculer la guerre dans une direction qui offrirait une issue à l'Ukraine. Vous savez, j'ai dit aux gens, et la raison, on m'a posé la question hier, et j'ai dit, écoutez, ce n'est qu'un simple problème de mathématiques. Et le problème mathématique est le suivant. L'Ukraine, m'a dit l'ancien Premier ministre avec qui j'ai parlé il y a 5 semaines, et il dit que la population de l'Ukraine est maintenant tombée à 19 millions. La Russie compte 150 millions. Supposons que les deux camps subissent le même nombre de pertes, ce qui n'est pas le cas, que l'Ukraine subit une quantité disproportionnée. Il a été rapporté hier que l'échange de corps, vous savez, de soldats russes morts contre des soldats ukrainiens morts est de 60 pour 1. Waouh! Et que la Russie est assise sur un tas de corps ukrainiens que les Ukrainiens ne veulent pas récupérer. Mais si vous supposez que les deux camps subissent le même nombre de pertes, disons qu'ils perdent 1 million d'hommes par an, eh bien, faites le calcul. Combien de temps l'Ukraine peut-elle continuer le combat? Eh bien, ils auront de la chance de tenir 8 ans, parce que, vous savez, ces 19 millions incluent les femmes, les enfants et les personnes âgées, mais la Russie a 150 millions. Donc rien que pour cela, il n'y a aucun moyen que l'Ukraine l'emporte un jour. Pourtant, les Britanniques, les Allemands, les Français et les États-Unis continuent à faciliter leur suicide en leur fournissant des armes, en leur fournissant de l'argent, en leur fournissant des renseignements. Et dans quel but? Parce que l'Occident est devenu convaincu qu'il n'a pas de bonne source de renseignements en Russie. Il s'est fié à ce qu'on lui a dit par les Ukrainiens et il est devenu convaincu que l'économie russe est fragile, qu'elle dépend fortement du pétrole. Il suffit de détruire leur secteur pétrolier, ils vont s'effondrer et nous pourrons prendre le contrôle du pays. Ils y croient vraiment et c'est ce qui est si absurde. Ce n'est pas seulement à propos du Royaume-Uni, colonel. Ici, en Allemagne, regardez ça. On a demandé aux adolescents, laissez-moi juste apporter le... Les adolescents, laissez-moi vous le lire. Les adolescents, on leur a demandé s'ils étaient prêts pour une guerre avec la Russie. Et quand ils font ce genre de sondage en Allemagne et que vous voyez la manière dont le gouvernement se comporte, préparent-ils leur peuple à combattre la Russie? Veulent-ils vraiment continuer ce conflit? Et quel est le bénéfice pour l'Allemagne? Vous avez mentionné l'attitude du Royaume-Uni que nous savons être impériale. Vous pouvez continuer sur cette ligne. Mais qu'est-ce qu'il y a à gagner pour l'Allemagne? Les sondages que je vois indiquent que la majorité des Allemands n'est pas favorable aux politiques que Merz pousse en ce qui concerne l'Ukraine ou la Russie. C'est ce que montrent les sondages que je vois. Je ne sais pas quel est le chiffre exact, mais c'est quelque part entre 55 et 60% qui ne sont pas d'accord avec cela. Il y a différentes raisons listées pour ne pas être d'accord avec cela, mais toutes les raisons peuvent être interprétées comme le fait que l'Allemagne ne veut pas d'une guerre avec la Russie, du moins la majorité de son peuple. Je pense que vous trouveriez la même chose en France. Je pense que vous trouveriez la même chose dans cette partie du Royaume-Uni que nous appelons l'Angleterre. Mais ce n'est pas ce que ressentent leurs dirigeants, parce que leurs dirigeants sont liés à ces politiques.
Ils sont liés à ces politiques jusqu'au bout, et c'est la seule chose qu'ils peuvent pousser. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire de la propagande auprès de leur peuple, si vous voulez utiliser ce terme. Je pense que c'est exact, afin d'en avoir suffisamment de leur côté pour mener à bien leur politique. Je ne pense pas que ça va marcher. Je pense, d'après ce que je vois dans les sondages, que vous allez voir ces dirigeants, comme je l'ai dit plus tôt, et que je continuerai à dire, disparaître aux États-Unis quelque part cette nouvelle année, parce que le système électoral va fonctionner. Aussi maladroit soit-il, il l'est dans les 3 pays vraiment maintenant. Ça va marcher et les chasser du bureau. Ensuite, la question devient, quelle est la politique du leader suivant? Et cela, c'est difficile à déterminer en ce moment, car il y a des situations différentes dans chacun de ces grands pays. Et en fait, il y a aussi des situations différentes dans chacun des autres pays, comme la Norvège et la Finlande. Et nous avons vu les Pays-Bas s'exprimer, je pense, au moins dans une certaine mesure. Mais il n'y a pas un sentiment constant parmi les gens en Europe que, premièrement, ils veulent renoncer à leurs programmes sociaux luxueux. Deuxièmement, qu'ils veulent les consacrer aux dépenses de défense. Et troisièmement, qu'ils veulent utiliser ces dépenses de défense pour déclencher une guerre. Donc, ces dirigeants ne représentent pas leur peuple. Oui. Larry, vous avez mentionné que la réponse russe à ce que les Ukrainiens ont fait, l'attaque contre le président russe, serait sévère. Mais après tout, ne pensez-vous pas que le président russe, d'une part, réfléchit à la manière dont Donald Trump essaie de résoudre le problème en Ukraine? Comment voyez-vous les deux? Parce que d'un côté, il faut répondre à ce qui s'est passé. D'un autre côté, vous ne voulez pas intensifier au point de saboter les négociations en cours entre l'Occident et la Russie. Eh bien, je rejetterai votre affirmation selon laquelle Trump essaie de résoudre la situation entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses qu'il aurait déjà pu faire qui auraient signalé une véritable volonté de résoudre le conflit, comme rétablir des relations diplomatiques complètes et normales avec la Russie, ce qui inclut l'envoi d'un ambassadeur de haut niveau à Moscou, quelqu'un qui est connu pour avoir la pleine confiance de Donald Trump, ainsi que le retour des biens que les États-Unis ont saisis pendant les derniers jours de la présidence de Barack Obama dans les missions diplomatiques russes aux États-Unis, rétablir les vols directs entre les États-Unis et la Russie, ainsi que lever les sanctions. Il suffit de dire « Non, nous ne continuerons pas dans cette voie. Nous allons arrêter. Trump ne fait rien de tout cela. » La seule chose qu'ils ont faite, ce sont certaines des sanctions de l'Office of Foreign Asset Control qui ont été imposées à RT et Russia Today, qui ont été discrètement levées. Et j'ai découvert cela lorsque l'émission de John Kiriakou, Whistleblower, est revenue en ligne. Et j'étais son premier invité, je suppose, et j'ai dit « Comment faites-vous cela ?» Il dit « Ils ont levé les restrictions. » Donc maintenant, il peut le faire et être payé, ce qui, sous Biden, ils ont fermé il y a environ 1 an et demi, 2 ans. Donc il y a eu des avancées sur ce front. Mais au-delà de ça, Trump continue à envisager des plans de paix qui sont soit élaborés par Keith Kellogg, vous savez Cap'n Crunch, ou le gars des cornflakes, ou Zelensky, ou les Européens. Aucun d'entre eux. Soit qu'il s'agisse du plan de paix en 28 points, du plan de paix en 19 points, du plan de paix en 20 points, aucun d'entre eux n'est acceptable pour la Russie. Ce sont des propositions morte-nez et les conditions de la Russie ont été très, très claires. Tandis que Trump, dans ses dernières remarques ou autour de la visite de Zelensky à Mar-a-Lago, a, vous savez, affirmé la position russe. Oui, ce ne sera pas un cessez-le-feu. Mais au-delà de ça, nous n'avons vu aucune démarche concrète de quiconque en Occident pour comprendre les exigences russes. Et donc, à ce stade, les options de la Russie sont de gagner sur le champ de bataille, et je l'ai toujours soutenu. Il n'y a pas de règlement négocié ici à obtenir. Cela va nécessiter la défaite réelle des banderistes du bataillon Azov du secteur droit. Colonel, voici ce que Zelensky a dit, son message de Nouvel An peut-être aux Ukrainiens. Que veut l'Ukraine? La paix. Oui, à n'importe quel prix. Non,
Nous voulons la fin de la guerre, pas la fin de l'Ukraine. Хочемо закінчення війни, але не закінчення. Sommes-nous fatigués? Extrêmement. Cela signifie-t-il que nous sommes prêts à nous rendre? Ceux qui le pensent se trompent profondément. Colonel, ne pensez-vous pas que la continuation du conflit est la fin de l'Ukraine et non la fin du conflit? Oui, la fin de l'Ukraine et peut-être la fin de la paix en Europe. Revenons à ce que Larry a dit. Je réfléchis à ce qu'il disait quand il le disait, et je pense que le principal obstacle, et je me trompe peut-être en le qualifiant de majeur, mais je pense que c'est un obstacle à ce que Trump soit plus transparent de la manière que Larry a suggéré, est de convoquer Josh Hawley, Tom Cotton, Lindsey Graham et quelques démocrates aussi, qui ne lui laisseront pas de marge de manœuvre, et son propre conseiller à la sécurité nationale, secrétaire d'État, qui jusqu'à présent a mordu sa langue et sa lèvre supérieure et a été un peu favorable à la politique de Trump, se retournerait contre lui aussi, aidé par ces personnes au Sénat. Il ne le ferait pas lui-même et au sein de l'administration, mais avec l'aide des personnes au Sénat qui lui apporteraient beaucoup de soutien. Donc Trump n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire les choses que Larry a suggérées, bien qu'elles soient de bon sens, et qu'il devrait les faire pour mettre fin à cette fichue affaire, comme il l'avait dit il y a longtemps. Il ne peut pas à cause de son manque de marge de manœuvre à cet égard. Et il y a des problèmes en ce moment dans le mouvement MAGA. Tout depuis ce que l'assassinat de Charlie Kirk a fait, et la relation avec Israël, jusqu'aux personnes qui remettent en question Epstein, encore plus virulemment maintenant, en ce qui concerne Trump et les personnes du Parti républicain qui sont impliquées, sans aucun doute impliquées, tout comme les démocrates, comme Bill Clinton le sont. Donc il a ce problème, je pense, psychologiquement, physiquement, peu importe comment vous voulez l'appeler, il est dans une situation délicate en ce moment. Larry, tu en penses quoi? Attribuez-vous quelque chose à l'administration Trump compte tenu des deux affaires, l'affaire Epstein et l'assassinat de Charlie Kirk, vous savez? Jusqu'à présent, avec Kash Patel et son administration, nous n'avons vu aucun, vous savez, indice sur ce qui s'est passé. Vous savez, dans le cas de l'assassinat de Charlie Kirk, est-ce que cela va aider Donald Trump? Est-ce que cela va aider son mouvement ou peut-être le candidat qu'ils ont en tête pour 2028? Le problème de Trump est qu'il est pris en otage par Israël ou qu'il s'est complètement rendu à Israël. Donc avec le cas de Kash Patel comme exemple, Kash Patel est une prostituée. Il s'est vendu à Israël tout comme John Ratcliffe. Le problème que cela crée pour l'administration Trump maintenant, et c'est particulièrement centré sur Charlie Kirk et vous savez, et Epstein, c'est que dans les deux cas, Israël est au premier plan pour les aider. La pression exercée sur les personnes qui pointent du doigt la main d'Israël, et je crois personnellement que les membres des services de renseignement israéliens étaient impliqués dans le meurtre de Charlie Kirk. Je pense que les preuves circonstancielles à ce sujet sont accablantes. Le motif est assez clair. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois qu'Israël est impliqué dans l'assassinat d'une figure politique américaine. Cela remonte jusqu'à John F. Kennedy. Et encore une fois, les preuves à ce sujet. Les gens disent « Oh, vous n'êtes qu'une théorie du complot ». Regardez simplement les faits. Ouais. Les liens entre ce que Kennedy faisait pour essayer d'empêcher Israël d'obtenir une arme nucléaire et les activités de Meyer Lansky, d'autres sionistes influents impliqués dans l'industrie nucléaire en Pennsylvanie, et ensuite les liens avec la CIA. James Jesus Angleton, qui a été honoré à sa mort, il a été honoré par le gouvernement israélien. Si. Vous savez, le seul officier de la CIA que je connaisse qui ait reçu ce genre de reconnaissance et d'honneur. Donc, ce qui se passe ici, c'est que les Israéliens ont juste. Ils continuent d'agir en toute impunité, mais cela crée une véritable résistance et une réaction. Et Candace Owens, Tucker Carlson et Megyn Kelly sont actuellement en quelque sorte les figures de proue de cela. Et cela vous montre à quel point ces sionistes sont fous qu'ils attaquaient Kelly comme antisémite. Maintenant, si quelqu'un sait quelque chose sur la carrière de Megyn,
on pourrait l'accuser d'être une porteuse d'eau pour Israël. Vous savez, elle a utilisé quelques tubes de chapstick à force d'embrasser le derrière israélien au fil des ans. Ouais. Mais maintenant, même elle riposte en reconnaissant ces attaques extrêmes de la part de personnes comme Ben Shapiro et Marc Levin, dont les Américains en ont assez. Et il y a ce sous-officier des forces spéciales à la retraite. Il fait un podcast à Valhalla VFT et il a juste dit « Et nous en avons assez de ce Israël d'abord, Amérique ensuite. » Et il n'est pas du tout un grand partisan de Trump. En fait, il est assez critique de Trump, mais là, il y a ça. Cela se développe. Et Israël s'est créé un problème parce qu'en ce moment, et cela nous éloigne peut-être un peu du sujet ou nous conduit là où vous voulez aller, ils ont lancé une nouvelle campagne de propagande visant à jeter les bases pour obtenir le soutien public à de nouvelles attaques contre l'Iran. Et tout tourne autour de ces manifestations qui balaient l'Iran et Trump intervient. Oui, nous allons attaquer l'Iran s'il tire sur un manifestant. Je veux dire, c'est des trucs fous, mais ça n'est pas apparu de manière organique maintenant, parce que les gens disent « Oh oui, nous sommes vraiment Ouais. scandalisés par ce que fait l'Iran. » Non, c'est complètement fabriqué, et ça a un seul but, faire que les États-Unis soient de nouveau impliqués militairement avec l'Iran. Et tant les Israéliens que les États-Unis prennent une décision sacrément stupide sur ce front. Et Nima, en même temps, ils ont redynamisé et refinancé, probablement Myriam derrière beaucoup de choses, leur campagne aux États-Unis pour s'assurer que leurs programmes de lutte contre l'antisémitisme sont omniprésents dans chaque État de l'Union. Ils ont tout relancé, renforcé, tout de nos systèmes scolaires à nos livres d'histoire, vous le nommez. Ils écrivent les chapitres, ils retirent les Palestiniens et mettent l'État d'Israël. Ils sont désespérés à certains égards. Ouais. Et vous regardez de plus en plus cela et vous voyez à quel point ils sont désespérés parce qu'ils comprennent viscéralement qu'ils perdent les jeunes en Amérique, même leurs propres amis juifs. Ils les perdent. Ouais. Colonel, ce qui m'étonne tant, étant en Iran après, vous savez, 12 ans, plus de 12 ans, et voyant ce qui se passe dans les rues ici à Téhéran. Je veux dire, je suis actuellement à Téhéran et j'ai beaucoup d'amis dans tout le pays. Je suis en contact avec eux pour voir ce qui se passe là-bas. Et ce n'est même pas comparable à ce qui se passe dans les médias traditionnels. Vous savez, ils exagèrent tout d'une certaine manière, comme si c'était une révolution contre le régime actuel en Iran. Vous savez, la seule raison, je parlais avec Larry l'autre jour. La seule raison à cela, cette connexion entre la réalité en Iran et ce qui est, vous savez, rapporté dans les médias traditionnels, comme étant d'une certaine manière dans la vue alternative, serait que la seule raison à cela pourrait être qu'ils veulent se préparer à attaquer l'Iran. Ouais, ce n'est pas aussi flagrant, mais la même chose se passe en ce qui concerne Moscou et la Russie en général. La russophobie dans ce pays est générée par la propagande qui vise à la générer. Ce n'est pas une réalité, comme l'a dit Larry, et comme d'autres l'ont dit encore et encore, ceux qui connaissent la Russie, mais cela se produit. Et cela se produit de manière flagrante maintenant en ce qui concerne le pays où vous êtes. Nous ferons tout ce que nous pourrons et Israël aide. Israël aide aussi avec ça. Le discours de Netanyahou en anglais à propos de « Oh, nous vous apporterons de l'eau ». Nous vous apporterons la plus grande expertise et expérience mondiale en matière d'eau. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous laisser entrer et nous, tout cela fait partie de la même trame. Nous allons en guerre avec l'Iran et Trump va être là avec eux. Myriam Adelson est tellement dans la poche de Trump avec tout son argent que on va le suivre. Je ne suis même pas sûr qu'il aura besoin de demander. Je pense qu'il a déjà demandé à Mar-a-Lago et Trump lui a donné le feu vert. Ouais. Larry, voici ce que Donald Trump a dit. Larry, voici ce que Donald Trump a dit, vous savez, à propos de l'attaque contre l'Iran et HH. La façon dont il parle, je parlais avec l'un des responsables ici, ça essaie d'humilier les Iraniens, vous savez, en... Regardez juste la vidéo et la façon dont il parle d'attaquer l'Iran à nouveau. Et en parlant de l'Iran, j'espère qu'il n'essaie pas de se renforcer à nouveau
Parce que si c'est le cas, nous n'aurons pas d'autre choix que d'éradiquer très rapidement cette montée en puissance. Donc j'espère que l'Iran n'essaie pas de se renforcer, car j'ai lu qu'ils accumulent des armes et d'autres choses. Et si c'est le cas, ils n'utilisent pas les sites que nous avons détruits, mais ils utilisent peut-être des sites différents. Nous savons exactement où ils vont, ce qu'ils font, et j'espère qu'ils ne le font pas, parce que nous ne voulons pas gaspiller le carburant sur un B2. C'est un voyage de 37 heures aller-retour. Je ne veux pas gaspiller beaucoup de carburant. Ouais, c'est d'une certaine manière. Comment pouvez-vous imaginer à chaque fois que cela sort, s'ils veulent négocier, nous sommes prêts à négocier. Et sortir de cette manière et parler de cette manière est d'une certaine façon incroyable pour moi. Eh bien, les missiles balistiques. La production de missiles balistiques par l'Iran a été un problème pour Israël et, dans une moindre mesure, pour les États-Unis. Les États-Unis n'y prêtent pas beaucoup attention jusqu'à ce qu'Israël commence à crier. Mais vous savez, la capacité de l'Iran à produire ces missiles n'a pas été perturbée du tout par la guerre des 12 jours. Et apparemment, l'Iran n'a pas utilisé ces missiles balistiques les plus sophistiqués. Ils ont utilisé certains des modèles plus anciens. Et au début, c'était tous les modèles plus anciens. Puis, au fur et à mesure que les 12 jours avançaient, ils ont commencé à utiliser certaines de leurs productions plus récentes qui avaient beaucoup plus de capacité en termes d'hypersonicité et de guidage. Et c'est ce qui a amené les Israéliens au point de supplier Trump d'intervenir pour arrêter la douleur. L'Iran a fait cela. Rétrospectivement, je pense que c'était une erreur. Personnellement, je crois qu'ils auraient dû continuer jusqu'à ce que le gouvernement israélien soit forcé de s'effondrer et d'appeler à, en gros, se rendre pour arrêter. Mais vous savez, les Israéliens, dans leur folie, croient qu'ils peuvent refaire cela, ce qu'ils ont fait il y a 6 mois, et qu'ils réussiront cette fois. C'est la définition de la folie. Vous savez, faire la même chose encore et encore en croyant que vous allez obtenir un résultat différent. Mais vous savez, je pense, si vous m'aviez demandé il y a 2 semaines, j'aurais dit non, je ne pense pas qu'il y ait une chance que nous retournions attaquer l'Iran. Non, j'ai complètement changé d'avis maintenant, basé sur ce que nous voyons avec cette opération d'information qui est menée, suggérant qu'il y a des protestations généralisées. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'intervenir militairement. Et regardez, en fait, je crois vraiment qu'il y a des gens dans la communauté du renseignement, tant du côté israélien que du côté américain, qui disent « Oh oui, non, c'est un mouvement organique. Il y a une agitation généralisée. Ils vont se soulever. Tout ce que nous devons faire, c'est attaquer ce point ou ce point, et cela s'effondrera. » On leur dit cela, et au lieu d'avoir, vous savez, suffisamment de sens critique pour repousser, je pense que Trump et ses responsables vont suivre. Karl, as-tu remarqué que le gouvernement et les responsables en Israël attaquent Tom Brock? Tom Brock, vous savez, il a tout fait pour soutenir Israël, vous savez, aider Israël. Mais en ce moment, ils attaquent Tom Brock parce qu'il a dit que nous devons accepter que la communauté musulmane grandit et que les États-Unis ne peuvent pas combattre tout le monde sur cette planète qui est musulman en faveur d'Israël. Et c'est la réalité sur le terrain, car la manière dont Israël augmente les tensions avec la Turquie, avec l'Iran, avec tout le monde, et puis une nouvelle sorte de partenariat avec, vous savez, Chypre Sud et la Grèce. C'est, tu sais, une sorte de dilemme pour les États-Unis. Dans quelle mesure veulent-ils soutenir Israël? Jusqu'où peuvent-ils aller dans cette direction? N'en parle à personne pour l'instant, car ce serait dévoiler un secret, et c'est justement ce qu'on souhaite. C'est exactement ce que veulent les États-Unis. Maintenant, je ne dis pas que Donald Trump le veut, je ne sais pas. Et je ne dis pas que quelqu'un dans son cabinet le veut, je ne sais pas. Mais il y a un groupe de personnes dans ce pays, appelés les globalistes, appelés les néoconservateurs, appelés les connards islamophobes, choisissez votre nom, qui veut que chaque musulman sur Terre soit exterminé ou aussi proche que possible. Maintenant, vous savez que j'ai toujours pensé cela et je n'y ai jamais renoncé. C'est un point où je diffère de Larry, que nous allions à nouveau en guerre avec l'Iran. C'était inévitable car Netanyahou veut cela comme dernier chapitre. Bien qu'il n'y ait jamais de dernier chapitre pour Bibi, il a toujours un nouveau livre en préparation et cela va être un désastre pour les 2 pays.
Cela va mettre fin à l'existence d'Israël en tant qu'État juif certainement, et peut-être même en tant qu'État, point final. Et cela va nuire à l'Empire de manière si significative qu'avec la crise économique qui arrive maintenant, je pense en 2026, probablement freiner chaque instinct que nous avons d'atteindre et de frapper tout le monde, à l'exception possible de notre propre hémisphère, ce qui m'inquiète, car nous nous concentrerons alors sur notre propre hémisphère et lui causerons des dommages irréparables d'un bout à l'autre. Vous avez peut-être vu ce que l'ambassadeur nommé par Trump, cet imbécile qu'il a nommé, savait déjà à quoi il ressemblait depuis les Pays-Bas où il a dû s'excuser. Je pense que c'est là qu'il était ambassadeur. Maintenant, il est au Canada où il est devenu persona non grata et je ne serais pas du tout surpris que le Canada le renvoie à Washington à cause de ses propos. C'est un idiot. C'est un gars du Tea Party issu du Freedom Caucus avec tout le reste des absurdités qui vont avec. Voilà où nous en sommes actuellement, mais nous allons retourner en guerre contre l'Iran. Tu sais ce que je pense de ce que j'ai dit plus tôt? Tu m'as entendu le dire. Les Iraniens auraient dû en finir. Ils auraient dû en finir avec Israël. Le président n'a pas bien géré cette situation et je pense que c'était principalement de sa faute. Maintenant, il a dû avoir beaucoup d'aide et de persuasion pour faire cela, mais vous êtes dans une situation où l'Iran avait, je pense, le tigre par la queue, mais le tigre était très, très blessé et ils auraient pu continuer et en finir. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, ils vont devoir le refaire. Et maintenant, ils risquent que Bibi devienne nucléaire. Ils risquent que les États-Unis soient tellement pressés par ce qui se passe ensuite qu'ils parviennent à se détruire eux-mêmes en Iran ou en Asie du Sud-Ouest en général. C'est une catastrophe imminente. C'est une catastrophe, mais ce ne sera pas l'Iran qui sera vaincu. D'aucune manière, sous quelque forme que ce soit, ce sera Israël qui sera vaincu, et nous aussi, si nous intervenons massivement à leur côté, peut-être en invitant la Russie et même la Chine à entrer en jeu. Et vous savez, nous examinons actuellement tant de perspectives à travers le monde pour une guerre vraiment plus large et plus grande qui se transforme immédiatement en guerre mondiale que c'est. Et ajouter à cela la crise économique qui nous touche même pendant que je parle et qui va se manifester de manière importante en 2026, l'Empire est en très très mauvaise posture. Larry, au cours des dernières 48 heures, nous avons entendu dire que l'Iran a reçu plus de 4 avions cargo de la Russie. Et les responsables ici en Iran disent que cela n'a plus d'importance ce que dit Donald Trump. Nous sommes prêts pour la guerre. Nous savons que cette attaque peut survenir à tout moment et nous sommes prêts à réagir, mais cette fois-ci, nous n'allons pas nous arrêter. On ne va pas. Nous irons jusqu'au bout. C'est l'état d'esprit actuel, d'après mes discussions avec certains de ces responsables. Et comment voyez-vous la situation en Israël? Tout tourne autour de Netanyahou, ou voyez-vous tout le pays uni? Veulent-ils vraiment tous que cette guerre ait lieu? Eh bien, Israël, comme les États-Unis, mais dans une situation bien plus grave, a des limites. Nous n'avons pas de ressources illimitées. Nous n'avons pas de main-d'œuvre illimitée. Nous sommes tous les deux, à savoir les États-Unis et Israël, eh bien, en termes de bilan financier, nous sommes un cauchemar, vous savez, avec des dépenses déficitaires. Le ratio dette-PIB aux États-Unis est bien au-delà de 125%. La dette aux États-Unis continue de s'accumuler, vous savez, atteignant maintenant près de 38 milliards de dollars. Et donc cela aboutit, cela se traduit par un affaiblissement de la capacité militaire finalement. Vous savez, l'économie a un impact là-dessus. Mais il n'y a pas de stratégie. C'est le problème. Parce que qu'essayons-nous d'accomplir? Vous savez, je pourrais continuer. Nous n'essayons pas de suivre la campagne publicitaire de Coca-Cola. Vous vous souvenez quand ils avaient cette publicité? Je voudrais apprendre au monde à chanter en parfaite harmonie et les gens se balançaient d'avant en arrière. Oui, ce serait un grand objectif. Si les États-Unis disaient « et ce que nous nous engageons à faire, c'est mettre fin aux guerres et promouvoir la croissance économique et le développement », ce serait un grand objectif et alors nous devrions avoir une stratégie en place pour y parvenir. Mais nous devons regarder ce que nous faisons et ce que nous faisons, c'est fomenter la guerre
encourager les conflits, et ce, de manière que nous ne pouvons en réalité pas contrôler. Nous avons un contrôle très, très limité sur le processus. Et vous savez, Israël, ils peuvent parler autant qu'ils veulent. Ils ont des limites à ce qu'ils peuvent faire. Comme je l'ai mentionné, vous savez, la dernière fois que nous avons parlé, malgré la prétention d'Israël d'avoir la plus grande armée du Moyen-Orient, la force militaire la plus redoutable et professionnelle, ce groupe de perdants, bien que meurtrier, n'a pas réussi à vaincre un groupe d'insurgés. Je décris le Hamas comme un groupe d'insurgés. Après 26 mois où les Israéliens avaient tous les avantages militaires possibles qu'une force militaire pourrait avoir. Ils les avaient encerclés. Ils avaient coupé toutes les routes de ravitaillement. La force contre laquelle ils se battent n'est armée que d'armes légères, de fusils, de quelques RPG. La force contre laquelle ils se battent, les combattants du Hamas, n'ont pas de chars, pas d'artillerie, pas de renseignements aériens, pas d'avions à voilure fixe, pas d'hélicoptères pour l'amour de Dieu, et sont surpassés en nombre d'un facteur d'au moins 10 pour 1. Et pourtant Israël n'arrive pas à battre le Hamas. Ils ont échoué. Oui, ils sont bons pour tuer un tas de civils innocents, des bébés, des tout-petits, des femmes et des personnes âgées. Oui, ils peuvent les tuer facilement parce qu'ils ne ripostent pas. Ils ne se battent pas. Cette disgrâce qui dure depuis le 7 octobre par les Israéliens montre qu'ils ne sont pas seulement une bande de lâches, mais aussi une bande d'incompétents. Tu sais, Nima, Bill Hartung de l'Institut Quincy a écrit un article dans The Time Dispatch qui vient d'être repris par des nations, je crois, hier soir. Je le recommanderai à tous tes auditeurs. Il dit essentiellement ce que Larry vient de dire, que nous peignons cette image de ce que nous sommes dans le monde. Et ensuite, sous cette photo, nous faisons tout le contraire, y compris être. Dans le cas de Bill, je pense que c'est l'inverse, mais peu importe ce que c'est. Avoir Israël si en vue dans notre lexique et notre stratégie et ce qui existe d'une politique. Le monde se retourne contre Israël de manière massive. Je dirais qu'en ce moment, 60% du monde répondrait à votre question. Que pensez-vous d'Israël? Ils me rendent malade avec un genre d'épithète comme ça, vous savez. Ce n'est pas bon, et ce n'est pas bon pour Trump, ce n'est pas bon pour le Parti républicain, et ce n'est pas bon pour la nation que nous soyons vus de cette manière. Et en grande partie, la raison pour laquelle nous sommes perçus de cette manière, peu importe comment vous interprétez la relation, c'est Israël. Et ils sont dans notre pays, reconstruisant la machine de propagande pour capturer les jeunes qu'ils perdent en ce moment, à cet instant, financés par des gens comme Myriam Adelson. C'est une situation désastreuse. Je ne pense pas qu'il y ait une situation dans l'histoire humaine en 5000 ans dont nous sachions quelque chose où un autre pays a tellement infiltré un pays majeur, un empire, et a mis cet empire à genoux simplement à cause de son adhésion aux politiques de cet autre pays ou de son utilisation de cet autre pays pour mener à bien ses propres stratégies telles qu'elles sont. Peu importe vraiment la manière dont la relation fonctionne, c'est ruineux. Et comme je l'ai dit, c'est ruineux pour nous deux. Oui. Larry, je crois que du moins quand je regarde du côté iranien, si quelque chose se passe, ce sera une grande guerre. Ce ne sera pas la guerre de 12 jours entre les deux parties. Supposons que cela arrive et que les États-Unis s'impliquent dans la guerre pour aider Israël, parce qu'après tout, personne ne croirait qu'une nation de 8 millions de personnes peut combattre une nation de 91 millions de personnes. Ce n'est même pas comparable. C'est pourquoi les États-Unis feraient partie de la lutte contre l'Iran. Alors, comment trouvez-vous les réactions? Comment trouvez-vous la manière dont la Russie et la Chine verraient un tel scénario? Eh bien, la Russie et la Chine seraient alors directement impliquées. C'est, vous savez, une des choses qui a changé depuis le 25 juin, quand les hostilités ont pris fin temporairement à ce moment-là. L'Iran s'est réveillé de son rêve illusoire qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre continuer à opérer dans le monde sans avoir une alliance militaire avec la Russie et la Chine. Et depuis lors, l'Iran a reconnu l'erreur de son chemin et il travaille et consulte étroitement avec la Russie et la Chine.
Et cette arrivée d'avions militaires russes, d'avions cargo, transportant, vous savez, est-ce des systèmes de défense aérienne? Est-ce d'autres personnels qui vont aider à former les systèmes iraniens? La seule chose que nous savons de l'accord du traité qui a été signé et ratifié en février de cette année entre l'Iran et la Russie, c'est qu'il allait y avoir un partage des informations de renseignement. Et je suis sûr que les Russes surveillent cela. La Russie a mis une haute priorité à la protection et au renforcement du corridor nord-sud et ils ont tenu au moins 4 consultations différentes, non seulement avec l'Iran, mais avec l'Azerbaïdjan, parce qu'une partie de cela va transiter par l'Azerbaïdjan. De même avec les Chinois, vous savez, ils ont été plus actifs sur le plan économique pour aider l'Iran que l'a été la Russie. Alors, et comprenons ce que les États-Unis peuvent faire. Ni Israël, ni les États-Unis ne peuvent mener une invasion terrestre de l'Iran. Ce ne sera pas ça. Les États-Unis seront obligés de se reposer principalement sur le bombardement de l'Iran avec des avions à voilure fixe qu'ils lancent à distance ou qu'ils entrent effectivement dans l'espace aérien iranien. Le changement potentiel est que si la Russie ou la Chine ont fourni à l'Iran des systèmes de défense aérienne avancés et du personnel capable de les faire fonctionner, alors cela va mettre les États-Unis dans une position où ces avions, même les B-2, pourraient être vulnérables à être abattus. Cela signifie que les bases que les États-Unis ont au Qatar en particulier, mais en Arabie saoudite et en Jordanie, elles seraient maintenant des cibles, alors qu'auparavant, l'Iran ne les ciblait pas activement pour les détruire et détruire la base navale qui est à Bahreïn. Je pense que cette prochaine fois, si cela se produit et que les États-Unis soutiennent et permettent une attaque israélienne contre l'Iran, nous verrons ces cibles attaquées. Et puis tout d'un coup, la faiblesse, les limitations de la puissance américaine vont être de nouveau exposées, comme elles l'ont été en mars de cette année dans la mer Rouge, lorsque les États-Unis n'ont pas réussi à ouvrir la mer Rouge et à empêcher les Houthis de pouvoir la bloquer. Ouais. Et Niaman, laissez-moi juste souligner une chose à propos de votre litanie de choses que vous avez commencé avec la question de Larry. Vous avez dit 90 millions en Iran, 8 millions en Israël. Je pense que c'est plutôt environ 6 millions maintenant de Juifs. Ouais. Et toutes les disparités. Il y a une chose que vous avez oubliée. Bébé possède des armes nucléaires et il en a à bord de sous-marins. Et selon mes informations, il a perfectionné la manière de les tirer depuis ces sous-marins. Maintenant qu'il s'agisse de faire surface et de tirer un missile de croisière avec une ogive nucléaire ou qu'il ait effectivement perfectionné une sorte de SOBM, je ne sais pas. Mais je sais que je crois ces gens quand ils me disent qu'il peut en tirer un depuis un sous-marin. Donc c'est une situation extrêmement dangereuse à cause de ce que vous avez souligné. La corrélation des forces est tellement défavorable à Israël. Et finalement, je pense même contre les États-Unis à cause de ce que Larry a dit. Nous n'allons pas envahir. Nous n'allons pas mettre des troupes au sol en Iran. Ce serait une catastrophe si nous le faisions. Et l'autre chose que je cherche, c'est dans la mer d'Arabie du Nord, qu'un porte-avions soit détruit, éliminé, totalement neutralisé. Je sais qu'ils peuvent probablement le faire. Je ne sais pas s'ils le feraient. C'est le problème avec ça en termes de... pas un problème pour les États-Unis, heureusement, dans ce sens, mais c'est un problème pour l'Iran. Et que ferait cela? Je veux dire, si vous faisiez cela, qu'est-ce que cela ferait? Les Chinois y pensent en ce moment parce qu'ils peuvent indiscutablement détruire 2 ou 3 porte-avions en même temps. Nous avons tous la stupidité de venir dans la mer de Chine méridionale, dans l'enveloppe de la capacité de la Chine à les détruire. Planeurs de surface, sous l'eau dans le sous-marin, et puis aussi des missiles à grande vitesse. Nous allons perdre ces porte-avions. Ils sont des systèmes hérités. Des systèmes hérités de 16 milliards de dollars et les ailes aériennes et tout le reste. Et ils vont partir. Et c'est l'une des révélations que nous allons vivre lorsque nous commencerons quelque chose de vraiment mauvais. Donc cela a toutes les implications pour une guerre beaucoup plus large, surtout quand on l'associe à ce qui se passe en Europe et au désir de tout le monde de, vous savez, ils voudront l'étendre. Ils ne voudront pas l'arrêter, ils voudront l'étendre. Quand je dis ils, je parle des personnes qui vont en bénéficier. Et les gens qui me stupéfient, ceux qui pensent que la meilleure façon de sortir de cette dette que Larry vient d'énumérer est de commencer une guerre mondiale. Ouais.
Larry, voici ce que nous avons appris aujourd'hui. Les contingents navals de Russie, de Chine et d'Iran convergeant en Afrique du Sud en prévision du début de l'exercice MOSI 3 début janvier 2026. Et MOSI 3 est une initiative des BRICS visant à renforcer la coopération mutuelle dans le domaine de la défense. Il semble que les BRICS se dirigent également vers le mode de fonctionnement actuel de l'OCS. Est-ce que ces deux, parce que l'OCS est en quelque sorte une coopération en matière de sécurité, vous savez, mais le BRICS n'est pas cela. Et pensez-vous que le BRICS se dirige dans cette direction? Oui, non. Je pense qu'il y aura un mouvement de convergence naturelle dans cette direction. Notons que cet exercice naval, qui, selon eux, commencera ce mois-ci, a commencé à être planifié il y a plus d'1 an, probablement au moins 18 mois. Vous savez, j'ai passé 23 ans à faire des exercices et le processus de ce qu'on appelle une conférence de planification initiale où vous créez un scénario et puis vous décidez qui va participer et quels seront les moyens. Et ensuite, vous créez un scénario où vous obtenez ce qu'ils appellent une MSOL, une liste de séquences principales d'événements. Tout cela prend du temps à organiser. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été développé au cours des 4 à 5 dernières semaines. Et il en va de même pour les récents exercices navals que la Chine a réalisés au large de Taïwan. Donc, vous savez, je pense que la planification qui a lieu au sein du BRICS a évolué d'une organisation strictement économique à une qui pourrait réellement créer une alternative aux Nations Unies. Car le problème actuel avec les Nations Unies est que c'est un système hérité du colonialisme. Oui. C'est un système dominé et contrôlé par ces Lilliputiens, la France et le Royaume-Uni, ainsi que les États-Unis, où ils peuvent opposer leur veto et empêcher des actions, ainsi que harceler et menacer d'autres pays pour essayer de les contraindre. Et vous savez, il y a de plus en plus de pays qui en ont assez et par conséquent, ils recherchent des alternatives. Et l'une des choses qui a donné de la force aux Nations Unies, c'est qu'elles avaient la capacité de déployer des forces de maintien de la paix de l'ONU. Donc, je ne pense pas qu'il soit exclu que nous puissions éventuellement voir des forces de maintien de la paix du BRICS prêtes à être déployées. Oui. Et j'ajouterais juste à cela, Nima, que je pense qu'ils considèrent que l'ordre impérial fondé sur des règles est plus préjudiciable à leur avenir que toute autre entité unique dans le monde. Et donc, ils vont s'en débarrasser. Oui. Merci beaucoup. Merci au colonel et à Larry d'avoir été avec nous aujourd'hui. Grand plaisir, comme toujours. Bon, continue comme ça. Et bonne année. Bonne année à vous et tenez-nous informés de ce qui se passe là-bas en Iran. Bien sûr, bien sûr. Je vais aller dans le sud-ouest du pays parce qu'ils disent que les manifestations dans cette région sont plus importantes que ce que nous avons ici à Téhéran. Mais je vais vous tenir, vous savez, informés de ce qui se passe ici. Oui. D'accord, restez en sécurité. Oui, soyez prudents. Merci, merci. À bientôt. Au revoir. D'accord, au revoir. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans crime et avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint.
Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, gardent les yeux